Et salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro sur la chaîne de GRM. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On est en direct aujourd'hui sur Twitter, LinkedIn, Twitch et YouTube. Et l'émission sera également disponible sur l'ensemble des plateformes de podcast et sur YouTube évidemment. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous regarder, mais pas encore à vous abonner. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un commentaire, d'activer la cloche aussi pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Ça m'aide énormément pour le référencement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Dupont-Aignan. Il est président du parti Debout la France. Il a été député de l'Essonne pendant près de 20 ans. Il a été plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle. Il a été, on s'en souvient, l'un des premiers à oser faire alliance avec Marine Le Pen au second tour de l'élection en 2017 face à Emmanuel Macron. Il a été maire aussi de la ville de Hyères pendant plus de 20 ans. Non, pardon, 20 ans, c'est maire, c'est pas député. Là, il vient d'être réélu d'ailleurs au premier tour à près de 80% dans la ville de Hyères, donc marquant son retour dans cette ville. Il défend une ligne souverainiste centrée sur l'indépendance nationale, la démocratie et l'économie. Ensemble, on va parler des municipales, bien sûr, on va parler de la violence en politique, on va parler de la droite en France, ou plutôt des droites, on va parler du Frexit, on va parler des nouvelles technologies comme la blockchain, le bitcoin et l'intelligence artificielle. Et on va aussi voir si on a le temps de parler un petit peu de la place de la France dans le monde qui n'a jamais été autant en tension. Avant de commencer, je vais vous parler des deux partenaires de cette émission, à commencer par l'école blockchain et intelligence artificielle Alira, qui est la première école blockchain de France et qui apporte également et propose également des formations dans l'intelligence artificielle, soit en tant que consultant, soit en tant que développeur. Alors, c'est des formations que je connais bien puisque j'ai fait ma formation de consultant au sein de cette école et aujourd'hui, j'ai même la chance d'y enseigner le marketing ainsi que le personal branding. Donc, ce sont des formations d'une durée de 4 semaines à 9 mois en fonction évidemment des différents cursus. Et ils ont également deux formations que je trouve très cool, des formations de 4 heures complètement gratuites, un peu comme un amuse-bouche pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis si ça vous plaît ensuite, vous pouvez passer à la version complète. Et pour ça, il vous suffit de prendre rendez-vous en utilisant le lien que vous avez dans les commentaires avec 100 € de remise en utilisant mon code GRM100. Donc prenez rendez-vous avec l'équipe pédagogique qui vous aiguillera pour trouver votre formation de demain. Et comme ces formations sont certifiées par le ministère du Travail, elles sont éligibles à toutes les aides possibles et imaginables, donc le CPF, France Travail, la région, etc. Et ça peut aller jusqu'à 5 000 € de prise en charge. Donc, en gros, il est tout à fait possible que votre formation ne vous coûte rien. Et à l'heure où les nouvelles technologies n'ont jamais été aussi utiles, c'est important de s'y former. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec mon invité. Merci à Alira pour leur soutien. En parlant de blockchain et de crypto-monnaie, laissez-moi vous parler du deuxième partenaire de l'émission, qui est littéralement l'un des échanges les plus connus, les plus anciens et les plus sécurisés aujourd'hui, puisque c'est Kraken. Donc Kraken, c'est une plateforme d'investissement qui vous permet d'investir en crypto, mais aussi des ETF, des actions tokenisées, des matières premières. Donc c'est une vraie plateforme d'investissement globale. Elle est régulée en France et en Europe avec Mika, mais également en matière d'investissement. Alors, si vous êtes débutant, il y a une interface qui est très facile pour simplement acheter, vendre, échanger votre crypto à partir de 10 €. Et si vous êtes un peu plus expérimenté, eh bien, ils ont une plateforme plus poussée, vous voyez, qui s'appelle Kraken Pro, qui vous permet de trader, comme on dit, comme un pro. D'ailleurs, en parlant de ça, ils ont lancé une campagne qui se termine le 13 avril et je trouve que c'est plutôt pas mal pour vous lancer parce que c'est vraiment accessible à tout le monde et pas aux meilleurs traders. C'est qu'en fait, en gros, en activant l'offre dans la partie offre, après avoir créé un compte évidemment, eh bien, chaque dollar que vous tradez sur la plateforme vous rapporte un point. Et ensuite, il y a un tirage au sort le 13 avril de tous les points accumulés. D'accord. Donc, que vous ayez tradé 100 $ ou 1 million de dollars, ça fait autant de points. Et ensuite, tirage au sort. Le premier gagne un bitcoin entier. Donc là, ça doit faire à peu près 60-65 000 $. Les 5 suivants gagnent 10 000 $ chacun en bitcoin. Et puis, ensuite, il y a 100 gagnants supplémentaires qui vont là aussi gagner chacun 100 $. En utilisant mon lien en description,
vous bénéficiez en plus de ça de 15 € de bonus pour 100 € de dépôt. Ça soutient la chaîne aussi, ça nous fait très plaisir et ça vous permet de vous lancer. Je précise quand même, c'est important, attention, l'investissement, surtout dans les crypto-monnaies, dans les actions, etc., comporte des risques de perte en capital. Donc n'investissez que ce dont vous êtes prêt à perdre, évidemment. Mais voilà, si vous voulez vous lancer, c'est bien d'être sur une plateforme qui est régulée et sécurisée. Bien les amis, si vous êtes prêts, je vais recevoir mon invité du jour, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Vous allez bien? Ah, Alors, je sais parce que vous m'avez dit tout à l'heure, ça vous ennuie pas qu'on se tutoie. Alors moi, je suis partagé parce que vous êtes sympathique. Je vous connais pas, mais vous avez l'air sympa. Enfin, on se connaît pas. Je vous connais, mais pas personnellement. Et moi, je me suis dit, si je vous tutoie, on va avoir l'impression d'un vieux qui cherche à avoir l'air jeune. Vous voyez, le faux jeunisme, ça, j'aime pas. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas, et ni les auditeurs, les téléspectateurs ou les internautes, si je continue à vous voyer, mais il peut y avoir un vous affectueux, vous voyez. non, mais Hein. j'entends bien. Hier, j'étais avec Philippe Murer Ouais. dans l'émission et il a à peu près le même âge que vous, Oui, à peu oui. près, plus ou Oui, moins. oui. Alors, vous voulez dire que lui, il est plus moderne. Non, je dis que le tutoiement, c'est naturel sur la chaîne, mais on force personne. Donc, Bon, on par va contre, moi, voir. je vais peut-être te tutoyer, Nicolas, faudra pas m'en vouloir. Non, bon, on verra. On va Bon, voir. c'est un Alors, détail. En tout à cas, je la suis très fin, je vous content. tutoierai peut-être. Ça voudra dire que c'est bien. Allez, faisons ça. En tout cas, je suis très heureux de te recevoir dans l'émission. Alors, on s'est croisés à CryptoXR. Je ne sais pas si tu te souviens, parce que sans Très doute que tu as bien. serré beaucoup de mains, mais on s'était croisés devant le stand Alira, qui est partenaire de l'émission et qui prodigue des formations, justement, blockchain, intelligence artificielle. Et tu arrivais justement sur le salon et je me suis dit, tiens, il n'y a pas beaucoup de politiciens. Tu étais avec mon ami Philippe Erlin à l'occasion de cet événement. Et je me suis dit, il n'y a pas beaucoup. Ah, on a été coupé, mais c'est bon, tu es revenu. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est bien d'avoir des hommes politiques qui s'intéressent à ces nouvelles technologies. Nicolas, tu es toujours avec moi ou il y a un bug? Qu'est-ce qui se passe? Ça te fait sortir et revenir. Est-ce que là, tu m'entends bien? Oui, là, je te vois. Là, Ah, tu ça es de y est, retour. j'ai Ah, tutoyé. bon, super. Donc, je disais que tu étais présent à l'événement CryptoXR en janvier. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, un homme politique de niveau national qui s'intéresse aux crypto-monnaies, à Bitcoin, à la blockchain, aux nouvelles technologies, il faut que je le reçoive. Bon, entre-temps, il s'est passé plein de trucs, mais si tu veux, on va commencer sur ce sujet-là. Moi, j'aimerais avoir un petit peu ta vision aujourd'hui du marché de la blockchain, où en est la France, qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qu'elle fait de bien, qu'est-ce que toi, aujourd'hui, est-ce que toi, c'est dans ton programme ou même dans tes idées, qu'est-ce qui pourrait faire que la France prenne pas trop de retard sur le marché justement crypto, Bitcoin, blockchain, etc. Ben moi, au début, j'y connaissais rien, pour être très franc. Et puis, j'y suis venu au Bitcoin parce que je suis très inquiet des atteintes aux libertés. Des atteintes aux libertés depuis la crise Covid. On voit la manière dont l'Union européenne, dont la France est complice d'une espèce de monde orwellien. Tout doit être contrôlé. Et j'ai bien compris, en tout cas, je suis un des premiers à l'avoir compris, euh, ce qui était en train de se produire. Les règles DSA, et puis après, l'euro numérique à terme, euh, le permis de conduire numérique, le carnet de vaccination numérique. Bref, ils veulent que les êtres humains soient des pions. Et c'est là où j'ai compris l'immense utilité de la crypto et du Bitcoin. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ce système qui permet d'échapper à ce totalitarisme soft qu'on nous vend comme une merveille. Et je me suis dit, c'est un des derniers espaces de liberté. Et c'est ça qui m'a intéressé. Et puis, je me suis intéressé, j'ai rencontré des gens, j'ai vu tout ce monde qui m'était étranger. Et je l'ai trouvé passionnant parce que ce sont des êtres inventifs et libres. Et ils ne sont pas nombreux en France. Et puis après, j'ai découvert aussi, c'était un long chemin, qu'on avait un atout incroyable avec notre électricité nucléaire et qu'on ne le valorisait pas. C'est incroyable pour faire du minage, ou pour miner, comme on dit. Et puis, j'ai découvert aussi que ceux qui étaient les acteurs du Bitcoin étaient persécutés dans notre pays, euh, au- à la fois par l'État et par les voyous. Par l'État,
fermeture de comptes, harcèlement, et puis aussi par les voyous, les rapts, l'État qui ne les protège pas. Et donc je me suis dit, il faut creuser. J'ai beaucoup creusé. J'ai la chance d'avoir eu un collaborateur qui était passionné par ça et qui m'a éveillé. J'ai rencontré certains acteurs. J'ai été scandalisé par la vente d'Exaion. C'était au moment là, tout récemment. C'est-à-dire comme si notre pays, quand il y a eu l'invention de l'imprimerie, bah, voulait guillotiner Gutenberg. C'est ça en fait. C'est Alors, juste toujours. pour que tout le monde suive, parce que jusque-là, je t'interromps pas parce que je pense que Ouais. c'est bon. Juste, Exaion, donc c'est une filiale d'EDF qui a été spécialisée dans la puissance de calcul et qui vient d'être vendue en partie, en tout cas, à l'américain Mara Holding, essentiellement pour faire quand même pas forcément du minage, mais du haute fréquence calculation pour l'IA. Et il y a Xavier Niel qui a rejoint un peu le deal pour garder une petite friend touch à hauteur de 10%. Mais effectivement, beaucoup ont perçu cela, et on en avait parlé dans l'émission, comme la perte d'un des fleurons potentiels liés au surplus d'énergie d'EDF. Voilà, je te redonne la parole. Oui, c'est un véritable scandale d'État. C'est une nouvelle manœuvre. Il fallait adosser Exaion si EDF voulait le vendre, mais c'est complètement con de vendre Exaion pour EDF. Ils vendent une broutille, c'est n'importe quoi. Bon, enfin, passons. Mais, c'est un gâchis pour EDF, mais tout ça parce que l'État ne veut pas qu'il mine, parce que pour l'État, le Bitcoin, c'est mauvais. Pour l'Union européenne, c'est mauvais. Et pourquoi c'est mauvais? Parce que c'est un espace de liberté. Il faut bien comprendre ça. Et donc, c'est un scandale pour EDF qui perd un atout qui pourrait miner, puisqu'on a une électricité abondante qui vaut rien à certains moments, parce qu'il y a les énergies renouvelables qui viennent dedans. Bref, c'est un vaste débat, on ne va pas revenir dessus. Et puis, c'est un scandale parce que, une nouvelle fois, des hommes d'affaires français jouent les chevaux de Troie d'intérêts étrangers. Et c'est scandaleux. Et l'Élysée, elle s'est laissé faire, alors qu'il y avait une entreprise, je l'avais vue au salon, je ne sais plus son nom, une jeune Blob. entreprise. Tu parles de, tu parles de Blob Oui, voilà. Et je l'avais qui vu. s'est mis en consortium pour Tout à proposer une fait. offre Et il y qui avait une s'appelait offre FlexGrid française avec avec des, Sébastien Gouspillou et tout ça. voilà, Oui. avec des gens remarquables. Ce sont des gens remarquables. Voilà, donc le monde politique est aveugle parce qu'il ne connaît pas, et tout ce qu'il ne connaît pas, il juge sévèrement. Et puis derrière, il y a des gros intérêts qui veulent pas que la France soit à la pointe. Or, nous avons des cerveaux, nous avons des gens très intelligents dans le numérique, nous avons de l'énergie bon marché, nous avons tout pour être un écosystème du Bitcoin et des différentes monnaies. Hein, il n'y a pas que le Bitcoin. Mais on a tout. Alors, bien sûr, il faut de la régulation, mais il faut revoir le statut financier, il faut faire du minage, il faut rétablir la sécurité. Bref, on a un Ok. potentiel incroyable. Alors Pourquoi on ne le valorise justement, pas? Alors Pourquoi? justement, alors c'est Pourquoi on fait intéressant tout parce ça? que on voit que tu as bossé le sujet et que tu as une approche protéiforme sur les cryptos. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement, tu as mis en parallèle les notions liberticides avec, là on a récemment chat control, là pour le coup, c'était le sujet lié à ce dont tu parlais, hein, cet état un peu orwellien. On a l'euro numérique, on a l'identité numérique européenne, etc. À côté, tu as parlé aussi du minage, donc là de souveraineté. Et puis, tu as parlé aussi de l'insécurité, évidemment, bien sûr, c'est des sujets. Et en fait, la crypto est finalement, j'ai l'impression, un peu un catalyseur de plein de mots de la société qui se concentrent sur cet écosystème-là, comme évidemment dans d'autres. Comment, justement, un parti souverainiste peut répondre à tout ça? Bon, un parti souverainiste, c'est un parti comme un autre. Simplement, je mets au cœur de la mission de mon parti et de mon combat politique la base, le cadre de l'action politique. On peut proposer tout sur tous les sujets, mais si t'es pas souverain, tiens, je t'ai tutoyé, si t'es pas souverain, ça va venir, vous voyez, je suis moins coincé que la lèvre, mais si t'es pas souverain, tu peux rien faire. Et moi, ce qui me révolte dans la vie politique depuis 20 ans, que je la subis, c'est que je vois que c'est un jeu superficiel. Et à force de déléguer notre souveraineté politique à l'Union européenne, technologique aux GAFAM, euh, euh, à force d'abandonner notre souveraineté, c'est-à-dire notre liberté d'action, il n'y a plus de capacité démocratique. Parce que c'est ça le cœur du problème. C'est-à-dire que quand... pourquoi les Français se désintéressent de la politique? Parce qu'ils ne sont pas cons. Ils sont lucides. Ils voient qu'il y a des hommes et des femmes politiques qui se mettent sur la gueule à la télévision, qui proposent des choses, mais aucun d'entre eux ne se préoccupe de la question essentielle.
est-ce que je peux faire ce que je demande ou ce que je propose? Et ils ont tous perdu le pouvoir. Et je prends toujours l'image du hamster dans sa roue, dans la cage, quand on était gamin. Certains avaient des hamsters et ils pédalent sur une roue. Mais la roue, elle touche pas terre. Donc Mais alors, il croit qu'il avance, mais il fait rien. Eh mais bien, alors, justement, il le y a un politique paradoxe. français est Mais là. il y a un paradoxe dans ce que tu dis, parce que tu dis les Français votent plus parce qu'ils ont conscience que le pouvoir finalement n'a plus le pouvoir. Mais Oui. pour autant, les partis dits souverainistes ou qui clament effectivement cette reprise du pouvoir, en l'occurrence en sortant de l'Union européenne, puisque c'est quand même central dans le souverainisme en France, font finalement assez peu dans les médias. Donc comment t'expliques, selon toi, cette prise de conscience de la perte de pouvoir et pour autant les faibles scores électoraux des partis qui veulent apporter une réponse à cela? Alors d'abord, je crois qu'il ne faut pas tout rejeter sur les autres. C'est-à-dire que je pense que c'est clair qu'on est exterminé, invisibilisé médiatiquement, mais on a quand même du succès sur les réseaux, les uns les autres. Moi, au mois de janvier, j'ai eu 28 millions de vues. Philippot a un grand succès, Asselineau aussi. Bon, donc, je pense qu'il y a une prise de conscience en ce moment, réelle. Mais il n'y a pas la traduction politique à cause de la division, à cause des égaux, à cause un peu de cette, comment dire, qui est souvent le propre des mouvements minoritaires, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à s'attaquer toujours aux plus proches plutôt qu'aux ennemis. C'est-à-dire plus blanc que moi, tu meurs. Voilà, Asselineau, c'est que personne n'est souverainiste autant que lui. Et lui, il est génial. Et moi, je suis un agent de la CIA. Bon, bah, j'y peux rien, c'est pas le cas. Bravo. Il est dingue. Bon, j'y peux rien. Il est génial et dingue. Bon, qu'est-ce que vous voulez? J'y peux rien. Mais c'est insupportable. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il passe plus de temps à attaquer les autres bon. Donc, j'ai tendu la main, retendu la main, j'y arrive pas. Philippot, c'est différent, on a pu s'entendre, il m'a soutenu en 2022. C'est compliqué, mais il a un sens quand même de l'intérêt général beaucoup plus important. Donc, j'espère qu'on y arrivera. Et puis, je pense que c'est pourquoi je suis candidat en 2027, c'est que il est très important peut-être de présenter différemment notre projet. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus et depuis un an. Et le 22 avril, vous pouvez déjà le commander, sort un de mes livres, le dernier livre que j'ai beaucoup travaillé pendant un an et demi, qui s'appelle 2027, La liberté ou la mort. Et dans ce livre, j'essaye de présenter un souverainisme du 21e siècle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le souverainisme ne doit pas être nostalgique. Il doit s'adapter au temps moderne. Et je pense que sur la sortie de l'Union européenne, on le présente trop comme un mécanisme anxiogène, comme une fuite, alors qu'au contraire, ça doit être présenté comme un appel à tous les peuples d'Europe pour se libérer d'une organisation tyrannique, l'Union européenne, la dissoudre, mais reconstruire des choses. C'est ce que j'appelle la différence, et j'ai fait un chapitre là-dessus, entre l'évasion. L'évasion, c'est le Frexit à l'anglaise, et la mutinerie. L'évasion, on est seul, on s'en va. Mais la Bastille, elle continue à exister. La mutinerie, c'est on fait une prise de la Bastille, on détruit la Bastille et on reconstruit quelque chose de bien à plusieurs. Et c'est le sens de mon bouquin où je lance un appel au peuple d'Europe. C'est pas aux Français, ah, tous les Européens sont méchants et on est malheureux à cause d'eux, etc. Être traduit C'est, dans plusieurs langues. voilà, Il va j'aimerais, être traduit pour l'instant, parce que pour parler à tous les peuples d'Europe, il faut déjà qu'il soit lu par les Français oui, avant de ce le serait bien, ouais. traduire. Ça serait peut-être bien, donc soyons modestes. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas une fuite, c'est de dire aux Français, nous sommes un grand peuple, nous ne sommes pas l'Angleterre, qui est un grand peuple et d'une autre nature. Nous sommes un grand peuple, on veut retrouver notre indépendance, nos frontières, notre budget, notre monnaie à terme, nos lois, mais pour autant, on veut que les autres peuples d'Europe se libèrent de cette structure néfaste, l'Union européenne, qui est une trahison de l'idée européenne. Et on veut reconstruire une Europe très légère, uniquement de coopération. OK. Et on laisse vivre chaque pays et on travaille avec les autres. Et je pense que la manière dont je vais le présenter, enfin en tout cas j'espère, va peut-être rassurer les Français en leur disant, tiens, ce mec-là, il dit pas que tout est la faute des autres, mais ce mec-là, il dit, si on veut résoudre nos problèmes, il faut être libre, indépendant, mais il faut être honnête aussi. Dans le monde du 21e siècle, il va falloir travailler avec d'autres. Et on Mmh. peut travailler un coup avec l'Allemagne, un coup avec la Russie, un coup avec l'Italie, un coup avec l'Espagne, un coup avec la Norvège.
qu'importe. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on on C'est prête pas un souvent repli, c'est une on prête reconquête. en tout cas, on prête souvent justement aux Frexiteurs, à tort, enfin, ça n'a aucun sens, le fait de finalement devenir seul. Mais en fait, enfin, on n'a pas attendu l'Union européenne pour faire des accords bilatéraux et autres. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est Oui, mais il intéressant. faut. Alors, dans ce que tu as dit, parce que pardon, il y a deux sujets sur lesquels j'aimerais réagir. La première, c'est, tu disais, c'est pour ça que je me présente. Et effectivement, c'est vrai qu'on est divisé. Hier, je recevais Philippe Murer. Alors, il avait un discours qui était un peu différent. Et alors, vraiment, loi du hasard du calendrier, que vous soyez l'un après l'autre, mais c'est comme ça. Lui, il me disait différemment. Il me disait, bon, soit Philippe de Villiers y va et on se range tous derrière lui, soit il vient pas et dans ce cas-là, on se range derrière Dupont-Aignan parce que, a priori, c'est le seul qui peut avoir les signatures. Est-ce que tu t'inscris dans cette stratégie ou est-ce que quoi qu'il arrive, tu y vas, même si De Villiers se présente? Alors, moi, comme disait De Gaulle, je fais de la politique sur des réalités. Philippe de Villiers, aujourd'hui, il est journaliste, éditorialiste, il a une émission géniale, il dit des choses géniales, il n'est pas candidat. Donc, moi, il n'est pas candidat, il m'a dit qu'il ne serait pas candidat, donc moi, je me prépare. Je ne peux pas faire autrement, je ne vais pas commencer à attendre, parce que justement, le problème des souverainistes, c'est qu'à force de chercher le candidat idéal, eh ben, il n'y aura pas de candidat du tout. Ben, c'est ça ma responsabilité. Si on continue comme ça, il n'y aura pas de candidat souverainiste. Et votre candidat souverainiste, pour certains, ça sera Bardella, qui dit que, enfin bon, chacun ses goûts. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un candidat souverainiste. C'est tout. Libre à lui, libre au RN d'avoir abandonné la souveraineté, On va petit y à venir petit. sur les droites tout Mais, après. Mais en tout cas, je mais comprends la réponse. moi, je suis candidat. Qu'est-ce que sera la situation au mois de septembre? Où j'en serai? Quels seront les autres? On verra. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Et mon Ok. devoir, c'est le sens de ce bouquin, c'est de partir du fond des choses. Donc j'ai mis 1 an et demi à écrire ce livre pour en faire un vrai projet. Et à partir de là, on verra qui s'agrège, comment, etc. Mais Ok. n'attendons pas comment dire, le sauveur qui n'arrive jamais. Ma sœur Anne n'a entendu rien venir. Et puis, la peau, voilà, c'est fini, quoi. OK, non, non, mais c'est clair. Deuxième chose, c'est alors moi j'aime bien justement, ce côté, humble, ce côté, c'est vrai qu'on n'a pas tout réussi, donc il y a le manque d'union et il y a aussi, peut-être qu'on présente pas bien les choses, et justement, moi j'aimerais avoir ton avis. J'ai eu la discussion hier et vraiment les interviews se croisent, mais je voudrais avoir ton avis. Sarah Knafo, elle a prouvé et même, j'allais dire même Zemmour, que même avec une réputation qui est pas folle, c'est vrai, extrême droite, Pétain, bref, ils ont autant de colibés que vous à peu près. Pour autant, c'est vrai qu'ils ont réussi avec un marketing politique intéressant, des réseaux sociaux bien animés, tu sais, des infographies jolies, des punchlines importantes. Je parle vraiment pas du fond, je parle vraiment du marketing. Ils ont réussi quand même, voilà, à se faire inviter un peu partout, à réussir à même, voilà, faire le JT de 20 heures et tout ça. Et donc je posais la question, pourquoi vous qui êtes là depuis plus longtemps, qui êtes des politiciens quand même plus aguerris, pourquoi vous n'arrivez pas à être un peu plus sexy? Alors, tu as raison. euh, Tu as raison. J'ai bien regardé la campagne de Sarah Knafo à Paris. Elle est brillante. Et alors, il y a aussi la question des moyens financiers qui jouent, hein, très clairement, parce que nous n'avons pas les moyens financiers qu'a eu Éric Zemmour ou Sarah Knafo. Et ça, peut-être qu'on n'a pas les bons guichets. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne sait pas débrouiller bien. Donc, il y a un problème de moyens financiers. Mais il y a aussi la volonté de changer. C'est ce que je suis en train de préparer pour la présidentielle. Il y a aussi une autre question. C'est que je pense que les souverainistes ont trop tendance à se lamenter. Euh, on doit parler de l'avenir. Et l'avenir, c'est que la France est tout à fait capable d'être un grand pays, à reprendre en main les leviers. C'est-à-dire, c'est comme un automobiliste qui serait sur le siège passager au lieu d'être derrière le volant. Moi, je propose aux Français. Tiens, c'est une bonne image, j'y ai pas pensé, mais je vais la garder. C'est une bonne image, mais c'est exactement ça. On a habitué les Français à être sur le siège passager et puis pas être au volant. Et donc, ils savent même plus ce que Depuis ça veut quand? dire. Depuis Ah, quand? Depuis c'est De venu, Gaulle? et c'est Ou ce que de... je raconte. Non, Ouais. je raconte Non? dans mon livre, c'est venu par petits bouts. C'est venu, je raconte tout dans mon bouquin, dans la première partie, mes conversations avec Sarkozy, avec Hollande, avec Macron. C'est venu par petits bouts. En fait, on a déshabitué les Français à être adultes. On les a infantilisés. Et comme le Français parfois est un peu flemmard, ça l'arrange à roupiller sur le siège passager
plutôt que de conduire. C'est Quand plus tu dis facile. le quand tu dis le français, Le je te donne français, je non, 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 caricature. mais je sais, mais c'est pour ça que je te donne l'occasion de préciser. Est-ce que tu parles du français du quotidien, celui qui s'abstient, celui qui voilà, ou est-ce que tu parles du politicien français qui, fantasme un couple franco-allemand? Qui est le fainéant dans l'histoire? Alors, je dirais que si je devais reprendre mon image, d'abord, le passager qui est à côté du conducteur, c'est l'homme politique, parce que c'est tellement plus simple d'être assis sur le siège du passager, à regarder un film sur son portable ou à raconter des conneries aux gens, et puis de dire bah, que c'est la faute de celui qui conduit. D'ailleurs, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute des Américains, c'est la faute des Chinois, c'est la faute des Russes, c'est jamais la faute des dirigeants français. C'est extraordinaire. Bon. Donc ça, c'est le passager, c'est l'homme politique. Mais il faut quand même être honnête, il faut quand même dire la vérité à nos compatriotes. Si on ne se réveille pas, si on ne travaille pas un peu plus, si on ne récompense pas ceux qui travaillent plus que les autres, si c'est toujours la culture de l'excuse, ben, on ne va pas s'en sortir collectivement. Et moi, j'ai le sentiment que beaucoup de Français sont convaincus de ce que je vous dis là, ou ce que je te dis là, mais que les hommes politiques ont infantilisé les Français, c'est-à-dire qu'ils ont récompensé ceux qui bossent pas, ils ont abaissé le niveau scolaire parce que c'est plus facile de dire aux gens on va te donner un bac dans une pochette surprise que plutôt il va falloir te secouer. Mmh. Je pense que la grande responsabilité, c'est les dirigeants français. C'est pas les Français, parce que les Français, il y en a beaucoup qui bossent dur, qui gagnent peu, qui sont tristes de voir leur pays comme ça. Il n'y a pas les Français. Non, mais Simplement, c'est pour ça que euh, je on, voulais que tu on précises, favorise plutôt les glandeurs que les travailleurs dans ce pays. Voilà, c'est quand même la alors, réalité. Je suis dernier désolé de le dire, mais c'est la non, réalité. non, non, bah, alors ici, on est désolé de rien et vraiment, il y a pas de souci, Bon. c'est voilà, c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir, une précision sur ce terme-là D'ailleurs, parce que voilà. Mais j'ai une question, si tu veux bien, sur l'Union européenne. Tu disais, on va essayer de faire un peu la peur à tous les souverainistes, on va dire, de l'Union européenne, essayer de voilà. Sauf que, les souverainistes, que ce soit les élus, au Parlement européen ou même peut-être, les partis souverainistes dans l'Union européenne, bah, eux aussi, ils sont assez divisés. Tu as les réformistes qui veulent, changer l'Europe mais sans, la casser. Tu as les souverainistes un peu plus soft, un peu plus hardcore. Il y a plein de lignées. Et c'est vrai oui, que non, c'est vrai. Et donc, comment tu arrives justement à, à unir, justement, c'est quoi le dénominateur commun entre ces souverainistes? À savoir que certains ont des positions, par exemple, je crois que, sauf erreur de ma part, CNAFO au Parlement, elle est dans un parti qui est considéré comme souverainiste, réformiste. Elle veut pas sortir de l'Union européenne, mais pourtant, elle est quand même considérée dans un parti qui est considéré comme plutôt anti-Europe, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Non, peut-être je me trompe, hein, mais comment on arrive à unir ces différentes notions de souverainisme? on ne cherche pas à les unir. Avant d'unir quoi que ce soit, il faut déjà avoir une pensée. Si la pensée, c'est de dire oh, conduis pas trop mal, je suis à côté, mais conduis pas trop mal, on n'y arrivera jamais. Je ne crois plus un instant, j'y ai cru un moment, j'y ai cru à une époque. En 2019, j'ai fait une campagne européenne là-dessus. On va changer l'Europe de l'intérieur, on va Oui, s'entendre c'est avec vrai, les. c'est vrai, c'est vrai, Mais, c'est vrai, ouais. mais je l'ai fait. Là, tu es devenu plus radical, on va Je dire. me suis radicalisé, mais pour une raison Mmh. très simple. Ouais. C'est que la situation aujourd'hui n'a rien à voir avec 2019. Il y a trois choses qui m'ont fait changer d'avis. Un, la crise Covid, la plus grande manipulation du siècle, l'enfermement des peuples, fait par l'Union européenne qui a été le vecteur de ça. Deuxièmement, les atteintes aux libertés individuelles, les règlements DSA, chaque contrôle, tout. Troisièmement, nous entraîner vers la guerre contre la Russie, une aberration géopolitique. Bon, ça fait trois trucs graves quand même. Et j'ai vu à quel point, en fait, tous ceux justement qui fricotent dans les partis pseudo-souverainistes, Mmh. finalement, ils servent de caution au système. Ils ne Mais changent alors, tu rien. vois, sur Ils les servent 3 de choses caution au système. sur les 3 choses dont tu viens de parler, c'est pas forcément des politiques européennes. C'était la France elle-même était pro-enfermement Covid, pro-liberté individuelle et pro-entraîner vers la guerre. D'ailleurs, Macron, qui est lui-même donc le président français,
en tout cas pour l'instant, il est aligné avec ces trois choses. Donc ça, le problème, c'est pas l'Europe, là, pour le coup. La France est complètement alignée. Elle est même moteur de ce va-t-en-guerre, de ce Covid dur dans les libertés publiques. Et même, on le voit, la majorité numérique pour les réseaux sociaux là, qui a été votée au Sénat hier, c'est porté par la France. Donc certains pourraient te dire, l'Europe, c'est pas le problème. Là, le problème, c'est clairement la France, puisqu'elle est à l'avant-garde de ces trois combats que tu souhaites mener. Oui et non. Parce que oui, elle est actrice, mais elle est actrice pourquoi aussi? Parce qu'elle se soumet à une majorité d'États. On l'a vu par exemple sur un autre sujet, le Mercosur. Elle se soumet. En fait, elle est dans un mouvement. Et je pense que justement la mission de la France, c'est un moment de dire stop. Et il ne faut pas sous-estimer la puissance de l'Union européenne. Et si la France ne se dresse pas dans une démarche frontale en disant je ne joue plus, on ne réglera aucun des problèmes du pays. Je prends un exemple. Tous les parlementaires européens aujourd'hui se félicitent parce qu'il y a eu un vote au Parlement européen pour changer le système de la directive retour et tout. Mais ça joue à la marge. Si tu n'as plus tes frontières nationales, l'Espagne vient de régulariser 1 million de personnes, bah, ils viennent en France. Il faut rétablir des frontières Alors, nationales. je crois que c'était Sur 500 000 et l'énergie, ça a été rétoqué, hein. Là, le gouvernement, il a une fronde. Donc, c'est encore en suspens. Mais c'est le oui, projet de Sanchez, en tout cas. oui, bah, ils sont déjà là. Sur le problème de Oui, ils sont là. l'énergie, C'est vrai. on a beau dire, le gouvernement finace, un petit coup oui, un petit coup non. Non, je pense qu'il faut un grand choc. Et quand je dis qu'il faut avoir l'esprit clair, il faut dire aux autres peuples, pas au gouvernement, au peuple, pourquoi vous êtes soumis à cette organisation oligarchique, financière, corrompue qu'est l'Union européenne. Le jour où la France aura un discours clair et se lèvera contre ça, vous verrez que ça sera une révolution dans toute l'Europe. Parce que il n'y a pas que le peuple français qui souffre de ça. Il y a le peuple allemand, il y a quantité de peuples qui n'en peuvent plus de leurs dirigeants. Regardez en Roumanie. En Roumanie, c'était un dirigeant souverainiste qui devait gagner. C'est l'Union européenne et Macron qui ont triché avec les élections roumaines. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon esprit, la France doit à un moment dire on dissout cette organisation. On la dissout. Et on reconstruit quelque chose qui marche. Quelque chose qui marche, c'est quoi? C'est des nations libres qui coopèrent entre elles. C'est la seule Europe qui a jamais marché. La seule Europe qui a Euh, marché, c'était au début l'Europe des six. Il y avait des coopérations, chacun avait sa monnaie, son budget, son autorité, ses lois nationales. donc, toi, par exemple, tu es pour la sortie de l'euro aussi? C'est dans le Oui, package? à terme, il D'accord. faudra sortir de l'euro. Alors pas en même temps, parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Mais Ouais. l'euro est un instrument d'appauvrissement des pays les moins compétitifs. Et de toute façon, c'est très simple. Soit vous dévaluez votre monnaie, soit vous dévaluez le train de vie de vos habitants. Bon, ben voilà, l'Italie et la France ont dévalué le train de vie des Français, des Italiens. C'est une forme Mhm. de dévaluation intérieure. Et je pense que l'euro n'a aucun avenir. C'est une monnaie qui s'écroulera un jour, vous le verrez. Mais je ne veux pas commencer par ça parce que je sais que ça fait peur aux gens. Mhm. Euh, c'est pas l'objet pour l'instant. Pour l'instant, c'est déjà de récupérer la maîtrise de nos frontières, de ne plus verser d'argent à une organisation bureaucratique qui nous tue de normes, c'est de reprendre notre liberté sur quantité de domaines, ce qui n'interdira pas un marché unique où il y a des circulations, ce qui n'interdira pas de travailler avec les autres. Mais il faut être clair. Ah ouais. Aujourd'hui, nous sommes sur le siège passager, nous devons prendre le volant. C'est le seul moyen que nous avons pour vraiment changer les choses. Et vous allez voir pourquoi je veux absolument aller à la candidature présidentielle. C'est parce que je vois d'ici le débat qu'on va nous faire. Je le vois, je l'ai entendu 100 fois. On va faire des grands débats à la télé où Bardella dira non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, socialiste, ou Retailleau dira je ne suis pas d'accord avec vous, communiste. Mais en fait, ni Bardella ni Retailleau ne veulent changer la structure du pouvoir. Or, tant qu'ils le laisseront à l'Union européenne dans tous les domaines, ils seront marginalisés. Alors, bien sûr, sur les détails, il y a des choses qui peuvent évoluer. Tout n'est pas la faute de l'Europe, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est face à un moment décisif. Soit Mhm. on se libère, soit on disparaît. J'en suis convaincu. Et Alors c'est ça que je justement, veux porter.
tu parlais de tout le problème vient pas que de l'Europe, il vient aussi de la France. J'aimerais, parler, d'immigration avec toi, et notamment, on a souvent tendance à remettre la faute des, politiques migratoires laxistes, de l'immigration, massive, certains parlent de submersion, migratoire sur l'Europe et pourtant on voit, des pays qui sont dans l'Union européenne, le Pays-Bas, le Danemark, la Suède, l'Italie encore récemment. On a aussi l'Allemagne, là récemment, qui commence qui a rétabli le contrôle de ses frontières. On a l'Autriche aussi. Ces pays-là, bah, ils demandent des dérogations, ils raffermissent un peu les politiques de droit d'asile, ils négocient aussi l'externalisation, tu sais, des migrants dans d'autres pays, notamment en Afrique, etc. Nous, on fait rien. Donc ma question c'est est-ce que d'abord, il ne faut pas qu'on fasse les efforts, nous, et est-ce qu'en tant que l'un des plus gros pays de l'Union européenne, on ne peut pas nous aussi tordre le bras de l'Union européenne ou est-ce qu'il faut forcément quitter l'Union européenne pour reprendre la main sur sa politique migratoire? Sur l'immigration, je suis convaincu que la seule façon, c'est de quitter l'Union européenne. On peut jouer à la marge, bien sûr, mais une frontière, c'est une frontière. Et ensuite, vous avez les jurisprudences de l'Union européenne qui sont monstrueuses, qui désavouent sans arrêt la France. En plus, ce qu'il faut savoir, j'explique dans mon livre, j'ai fait un chapitre dessus, c'est que les commissaires de l'Union européenne veulent augmenter le nombre de migrants chaque année. Ils ont un objectif de 4 millions par an dans l'Union européenne, c'est écrit. Ils n'ont pas inventé. Et ils se plaignent même en disant on n'est qu'à 3,5 millions, il faut 4 millions. Donc c'est un modèle. Et donc il y a beaucoup d'hypocrisie en France à dire oui, oui, on va lutter, mais en même temps ils approuvent. Ça, j'y crois pas du tout. J'explique dans mon bouquin point par point comment et pourquoi c'est comme ça. Donc là, il faut une libération. Il y a d'autres domaines en revanche qui ne sont pas du domaine de l'Union européenne. Par exemple, l'éducation, apprendre à lire à nos gamins, avoir un système éducatif exigeant, trouver des filières diversifiées. Ça, c'est pas l'Union européenne, il faut être honnête, hein. Donc moi, j'essaye d'être objectif. Et d'ailleurs, dans mon bouquin, il y a 2 chapitres sur l'Union européenne, mais enfin, il y a un chapitre sur la démocratie, un chapitre sur l'indépendance. Mais je dis une chose, et ça, c'est un autre tort des souverainistes. C'est qu'il ne faut pas faire croire aux Français que parce qu'on est libre, vous pouvez être derrière le volant et aller dans le mur. D'ailleurs, c'est ma, Et c'est ma dernière question sur l'Union européenne. C'est que l'argument qu'on nous assène quand même assez régulièrement, c'est regardez, le Royaume-Uni, ils sont sortis de l'Union européenne et pourtant aujourd'hui ça va pas mieux. Et c'est vrai que clairement, en matière d'immigration notamment, c'est pas ça du tout, etc. Donc qu'est-ce qu'on répond justement à ceux qui prennent l'exemple du Royaume-Uni pour comme finalement la preuve que sortir de l'Union européenne mène au chaos? alors 2 choses. D'abord, ce n'est pas le chaos qu'on décrit en France. Depuis le Brexit, tout ce qui vient d'Angleterre, c'est mauvais, tout est catastrophique, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En revanche, tout n'est pas parfait en Grande-Bretagne, mais ils ont un problème du communautarisme qui est dans leur gène, si je puis dire, euh, idéologique, c'est-à-dire ils ont toujours refusé la laïcité à la française et ils sont piégés par le communautarisme qu'ils ont toléré depuis toujours. Et ça, c'est leur modèle anglo-saxon. Et Brexit ou pas Brexit, ils ont ce modèle anglo-saxon qui les dévore et qui se retourne contre eux. Premier point. Deuxième point, bien évidemment, c'est ce que je dis dans ma 3e partie de bouquin, c'est pas parce que vous avez repris le volant que ça vous dispense de prendre la bonne route. Euh, euh, il faut, bien évidemment, mais pour prendre la bonne route, il faut déjà avoir le volant. En revanche, vous Mmh. pouvez reprendre le volant et pas prendre la bonne route. Ça, c'est sûr. Et le grand tort et notamment d'Asselineau, je trouve beaucoup, c'est que, et parfois Florian Philippot fait un peu la même chose, ils font croire, et c'est ce qui enlève, je crois, de la crédibilité, ils font croire que Frexit arrive et tout est bonheur et tout est sauvé. Non, c'est pas vrai. Faut pas le mentir aux Français. Faut pas leur mentir. Faut leur dire Mmh. voilà, moi je veux moins d'immigration, moins d'impôts, plus de services publics efficaces, plus d'efforts et je veux que mon pays s'en sorte. Mais la condition pour le faire, c'est d'être libre. Et là, vous verrez qu'on redeviendra beaucoup plus crédible. Et c'est ce chemin que je veux proposer aux Français, qui est un chemin d'audace, en fait, c'est de l'audace. C'est dire à un moment, vous connaissez, je mets dans le bouquin, j'ai un chapitre, j'ai commencé par l'histoire de la grenouille. Vous connaissez l'histoire de la grenouille dans une casserole. Si vous jetez une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle saute tout de suite. Elle a un réflexe, un stimuli. Elle saute hors de la casserole. Si vous faites chauffer la casserole petit à petit, doucement, la grenouille, elle crève dans la casserole. Mmh. Pourquoi? Parce qu'elle s'habitue. Et ce qui est terrible dans ce qui a été fait depuis 30 ans en France, c'est qu'on a habitué les Français à subir, à être résignés.
voyez ce que je veux dire? Tiens, on a changé de. Non, non, c'est Euh, moi, ah, c'est vous. j'ai fait un misclick. Bon. J'aimerais merci, j'aimerais Nicolas qu'on parle des droites. Parce que, dans ma jeune, vie, politique, moi, on connaissait la droite, on va dire, nationale, on va dire Rassemblement national, Front national. Là, maintenant, il y a Ciotti qui les a rejoints avec, l'UDR. On avait la droite qu'on appelle de gouvernement. Aujourd'hui, on parle de droite macroniste avec, Attal, Philippe, tout ça, tout ça. On avait la droite souverainiste, donc vous. Et puis là, maintenant, on a une droite libérale dans lequel on a l'ISNAR, on a des personnalités qui veulent voilà moins d'impôts, plus l'entrepreneur au cœur. Sarah Knafo aussi qui s'inscrit dans cette droite libérale, j'allais dire même milléiste. D'ailleurs, on a une question là dans les commentaires où on va me demander qu'est-ce que tu penses de Javier Milei. Tu pourras répondre juste après. Et donc, on a des droites qui sont complètement différentes, sur des fondements différents. Et comment est-ce qu'on arrive armé avec une droite aussi divisée en 2027? Sincèrement. Alors d'abord, on appelle droite souvent des gens qui ont été macronistes. Donc ça, c'est l'escroquerie du siècle. Les Édouard Philippe. Donc moi, l'union des droites, j'ai jamais compris ce que c'était. Mais Parce avant que, d'être macroniste, ils étaient à droite. Macron, oui, il est pas là oui, de la depuis très droite centre, longtemps. oui, ils étaient à Voilà. droite. C'est pour ça que Enfin, j'ai dit droite de gouvernement qui est devenue oui, macroniste. oui, Bon, enfin, c'était une espèce de ventre mou de gouvernement. Voilà. ok, Bon, admettons. bon, Non, non, admettons. mais ok. Donc Mais l'union des droites, c'est un ensuite, fantasme l'union des droites, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est parce qu'on ne sait pas de quelle droite on parle. Et puis, il n'y a pas que la droite. Moi, et là, je rejoins un peu Marine Le Pen dans certains points, c'est que, si vous voulez, il y a la droite, il y a la gauche, mais il y a un immense peuple de France qui ne croit plus à la droite, plus à la gauche, qui veut qu'on lui propose un chemin. Et Mais pour vous, moi, il y le a De vrai Gaulle derrière clivage, toi. Est-ce que tu attends, es attends, un attends. homme de droite? Je suis de droite souverainiste, mais je ne suis pas exclusivement de droite souverainiste. Je suis français d'abord et je veux d'abord rétablir la liberté de la France. Avant d'être de droite et de gauche, il faut encore être français. Donc, je serais, disons, d'une droite patriote. Je pense que la base de tout, c'est le patriotisme. Ensuite, je pense qu'il y a des remèdes de droite préférables à des remèdes de gauche. D'accord? Mais se réduire à l'électorat de la droite libérale, pour être clair, c'est se réduire à 10% des Français. Et ce serait absurde. Parce que si on ne prend que la droite libérale, et qu'on enlève la droite patriote, la droite souverainiste, la droite de gouvernement et la droite, alors la droite centriste, ceux-là, j'en veux pas, ils ont ruiné le pays. Bon. Mais il y a des gens de gauche, d'une gauche patriote, d'une gauche républicaine, qui peuvent très bien voter pour nous, qui ont envie de sauver la France, qui voient bien qu'il y a des trucs qui déconnent. Donc je pense que ça dépasse ces histoires d'appareils, qu'on cherche à nous enfermer dans des espèces de chapelles. Et moi, je crois que l'élection présidentielle, c'est surtout euh, une vision, une personnalité, une transcendance. Voilà. Donc je suis un peu sceptique sur tout ça. Voilà. C'est un Et peu le donc, alors, marigot qui s'agite. Voilà. Bon. et donc cette idée donc d'union des droites ou même, j'allais dire même de primaire de la droite dont on a parlé, de Retailleau à Knafo, etc. Est-ce que demain, toi, potentiellement, tu Non, non, pourrais non, te moi, présenter à je cette ne primaire fric- de la droite? je ne fricoterai jamais avec des gens qui ont ruiné la France. Donc, si c'était une primaire entre Bardella, Sarah Knafo, Zemmour, moi, et à la rigueur Lisnard, et Retailleau à l'extrême limite, parce qu'on aurait un grand pardon de son aventure gouvernementale passagère, à la rigueur, pourquoi pas? C'était ça l'union, moi, que j'avais revendiqué à une époque en soutenant Marine Le Pen au second tour en 2017. J'avais été le précurseur. Mmh. Ciotti m'a suivi après. Mais ça, oui, une primaire. On peut faire une primaire quand on est prêt à soutenir la personne qui vous bat, Ou à ou pas quand les s'opposer à autres, elle? ou quand les autres sont prêts à vous soutenir. Donc la primaire n'a de sens que pour des gens qui pensent à peu près pareil, mais les Français soutiennent, enfin les Français, les militants suivent, indiquent une préférence, d'accord? Mais faire une primaire avec des gens qui ne pensent pas du tout pareil, ça n'a aucun sens. Donc, soit vous avez une primaire, pour résumer, soit vous avez une primaire du centre droit, avec Attal, Édouard Philippe et Retailleau éventuellement. Bon, et ça, vous aurez un candidat macroniste bis. Soit vous avez une primaire de patriotes, mais ni le RN n'en veut pas. Donc ça simplifie les choses. Deuxième point, j'insiste quand même sur un point, on parle beaucoup de primaire, mais la première primaire, qui est là beaucoup plus juste que toutes, c'est le premier tour de la présidentielle. Euh, Parce que la primaire, c'est un peu quand même la confiscation par les appareils médiatiques, par les médias,
Moi, je préfère que ce soit le peuple. C'est le principe de l'élection présidentielle. Au premier Et avec tour, avec le risque parce que le ticket pour le second tour, il va quand même être mais assez c'est le bas si risque. c'est divisé. Non, Mais non, c'est mais le risque. Mais attendez, j'explique à ceux qui nous écoutent, après je te laisserai, répondre. pardon. C'est-à-dire que si non, 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 il y a pas de mal, vraiment. Mais ça nous rappelle, par exemple, moi je prends l'exemple de 2002, par exemple, où la gauche était arrivée divisée, il y avait Taubira, il y avait Jospin, il y avait tout ça et finalement ça avait mis, Jean-Marie Le Pen au second tour. On ne dit pas que c'est bien ou mal, c'est pas le sujet. On dit simplement que lorsque la droite, par exemple, arrive aussi divisée avec autant de chapelles différentes, le résultat derrière, c'est quoi? C'est d'avoir grosso modo, un Bardella, Mélenchon au deuxième tour. Est-ce que ça, c'est un risque qui est sain pour la démocratie? Après tout, les Français, ils ont choisi. Ou est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas y aller en responsabilité, comme ils disent tous, en responsabilité, et de se dire, bon, là, il y a quand même un danger. Voilà. Et c'est quoi ta position sur ce sujet? Alors, ce risque, il est là pour obliger les partis politiques qui pensent pareil à s'unir. C'est vrai, ça c'est vrai. Et aujourd'hui, le problème majeur, c'est pour le centre droit macroniste qui a 3 candidats et il devrait en avoir qu'un. Mais ça, c'est leur problème, c'est à eux de se débrouiller. Côté Donc là, tu parles de Retailleau, Philippe, Attal, c'est ça en surtout gros? Philippe, Attal, les centristes, et Retailleau, il a un pied dedans, un pied dehors, parce qu'au fond de lui-même, c'est un type bien, il sent bien que ça l'entraîne vers un truc dont les Français ne veulent plus. Donc il n'est pas Mmh. idiot, mais en même temps, sa famille politique n'a jamais voulu franchir le pas que j'ai franchi avec le RN ou avec Sarah Knafo. Le problème aussi qu'on a, il faut être très honnête, hein, c'est que le RN a une tendance hégémonique et ne veut pas tellement travailler avec les autres. Par exemple, j'ai lu l'interview de Marine Le Pen ce matin dans le Parisien, j'ai pas compris. On lui parle de l'ISNA, et tout à coup, elle se livre à une attaque en règle contre l'ISNA, alors que le pauvre l'ISNA vient de quitter les LR, serait prêt à faire comme Ciotti ou comme j'ai fait, mais elle le rejette. Donc il y a aussi la faute du RN qui a beaucoup de mal à travailler avec des autres, qui veut une position hégémonique. Donc il faudrait que le RN aussi accepte de faire une place à des gens plus souverainistes comme moi, à des gens plus libéraux comme l'ISNA. Et là, il y aurait une coalition qui pourrait travailler Et ensemble. pourquoi, à ton Mais ils n'en avis, veulent pas. Ils alors n'en veulent pas. pourquoi à ton avis parce que ce que tu dis d'ailleurs, moi je le vois beaucoup sur Twitter, on se dit: «Mais je comprends pas comment ils tabassent, Knafo, ils tabassent Lisnard». On voit Tanguy, on voit Le Pen, et c'est vrai que pour le coup, ils sont quand même assez véhéments contre les autres, droites, allez appelons ça comme ça. Tu fais le même constat. À ton avis, pourquoi stratégiquement ils font ce choix? Ils se disent que de toute façon, ils sont tellement hauts qu'ils ont aucun intérêt à vous concéder quelques miettes. Tu penses que c'est de l'arrogance? Oui, je crois qu'il y a une espèce je sais pas. Moi, je l'ai vécu, hein, j'ai soutenu au second tour, j'étais d'une loyauté absolue. Et Après, tu eu rien en ah retour? ben, on m'a On est envoyé d'accord? balader. Ils Ouais, veulent c'est pas me ça, hein. voir. Bon, pourquoi ils veulent pas le voir? Parce que je défends des idées différentes. Mais ils n'ont pas la capacité à être tolérants avec des idées différentes. Vous comprenez? Je prends un Mmh. exemple sur la souveraineté, je défends que l'ISNAR est plus libéral, moi je suis plus souverainiste. Il pourrait dire, tiens, c'est intéressant même qu'il y ait un déjeuner tous ensemble pour voir comment on pourrait mettre une pincée de sel souverainiste, une pincée de sel libérale et comment tout ça pourrait s'ordonner. Non, ils veulent pas, ils veulent tout seuls. Qu'est-ce que vous voulez faire face à des gens qui veulent être seuls? Moi, je me suis candidat parce que je me dis que la seule façon de faire valoir mes idées souverainistes, et parce que je pense qu'il y a quand même une vraie différence avec la bouillie de chat qu'il y a actuellement au RN sur l'Europe, je pense que ça va les forcer à se positionner. Par Mmh. exemple, il y a eu l'affaire des drapeaux européens. J'ai vu que Bardella, un député de Bardella dit que c'est honteux d'enlever le drapeau. J'ai vu que Marine Le Pen disait que c'était peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Moi, je veux qu'on enlève le drapeau européen. On n'a qu'un drapeau, c'est le drapeau français. Bon, ce débat, on devrait plutôt l'avoir entre nous, sans le mettre sur la place publique. Mais vous ne pouvez pas forcer un parti qui est très gros à travailler avec des petits, entre Ouais. guillemets. Mais c'est ça, en fait, je me dis, en fait, ils ont pas, en tout cas de mon point de vue, ils ont pas vraiment intérêt. Je veux dire, leur stratégie, c'est de parler au peuple ouvrier qui a été lâché par la gauche, donc il faut pas trop s'approcher des libéraux. D'un autre côté, ils ont abandonné le Frexit, la sortie de l'euro, parce qu'ils ont compris que, électoralement, ça passait pas bien. On en a parlé hier avec Philippe Murer. Et donc, en fait, s'attacher, entre guillemets, s'acoquiner avec des personnes comme vous, qui avaient des positions qui sont différentes, ils ont peur que ça finalement, ça n'est pas une somme positive pour eux au niveau des sondages, au niveau de tout ça. C'est peut-être juste un calcul mathématique en vérité. Sans doute. Et ben c'est pour ça que c'est aux Français de trancher au premier tour de la Mmh. présidentielle. Ouais. Moi, je pense que ma voix, en tout cas, je veux absolument que les souverainistes
créer un courant politique durable comme en Angleterre avec Farage. Je pense que si on n'est pas capable de nous unir maintenant à la présidentielle derrière ma candidature, pour être clair, puisque je suis le seul qui peut avoir les signatures. Si on n'est pas capable d'avoir une offre souverainiste intelligente, j'espère qu'elle sera intelligente la mienne, sans prétention, eh bien, on condamne le souverainisme dans notre pays, parce que le RN est de plus en plus soumis à l'Union européenne. Et je pense que la seule façon de faire revenir le RN sur une position plus patriote, parce qu'au fond de les députés, je les connais, sont beaucoup plus patriotes. La preuve, c'est que des nouveaux maires RN enlèvent le drapeau européen. Donc, je pense que c'est plutôt au sommet qu'il y a cette frayeur. Eh bien, moi, je pense que plus je ferai de voix à la présidentielle, plus on rééquilibrera l'axe patriote sur un Ouais. vrai patriotisme. Je Dernier point, comprends. je pense aussi que la crise qu'il y a, enfin, je pense qu'en politique, j'ai peut-être tort, mais moi, c'est mon sentiment, je pense qu'en politique, les Français attendent de la franchise et de la sincérité. Et que je ne crois pas que le RN gagnera en voulant plaire à ceux qui le détestent. Je ne le crois pas. Et Ouais. je l'ai dit à Jordan Bardella, je l'ai dit à Marine Le Pen, une chose est de se dédiaboliser. Et c'est pas moi qui vais leur reprocher de se dédiaboliser. Il y avait des choses pas bien au RN, il faut les évacuer. Mais une autre est d'abandonner tout ce qui a fait sa popularité et son originalité. Et je pense que les Français demain attendront une personnalité politique droite, comme Annie, parce que la situation est trop grave pour avoir des politiciens. Mmh. Et c'est pourquoi je crois en ma victoire présidentielle, parce que je ne me présente pas simplement pour faire 3%. Je me présente parce que je veux bousculer l'histoire de mon pays. Et on verra. Mais OK. si je ne le fais pas, ça veut dire que beaucoup de gens, en tout cas, moi j'ai remarqué dans les sondages, beaucoup de gens qui votent pour moi ne voteraient plus du tout. Ils s'abstiendraient. Donc ça veut bien dire que ma candidature au premier tour déjà, j'espère, et puis au second peut-être, sera le catalyseur d'une réaction française, d'un réveil face à cet esprit politicien qui a tout OK. envahi. J'aimerais qu'on parle des municipales. Tu as été réélu au premier tour à près de 80. Donc, je crois, tu dois être peut-être le deuxième maire le mieux élu derrière, David Lisnard ou pas loin, Ouais. vous êtes, comme Il ça. m'a battu, il m'a battu. Mais vraiment de très, très peu, donc déjà félicitations, c'est bien. 1re question, après il y en aura d'autres sur le sujet, pourquoi selon toi un tel, plébiscite? Donc c'est dans la ville de Hyères. Je crois qu'ensuite il y a eu en plus un petit problème sur les logements sociaux, les trucs et tout. Mais voilà, pourquoi est-ce que les gens ont voté massivement pour toi? De quoi tu es le nom au niveau des habitants? À quoi ils pensent quand ils mettent ton bulletin dans l'urne à ton avis? C'est une ville de 30 000 habitants, mais je pense qu'ils pensent à deux choses. Le bilan, j'ai sauvé cette ville avec mon équipe pendant 20 ans, donc on a bossé comme des fous et on Sauvé en de a fait quoi? Juste, de la c'était faillite quoi le problème? financière. OK. Faillite financière, on avait le premier parc aquatique de France, c'était comme Angoulême, et une faillite retentissante. Et quand je suis arrivé, c'était le record d'endettement de France par habitant, et on a divisé par deux la dette. On avait une des villes les moins sûres, on en a fait une des 10 villes les plus sûres de France. Et Donc la donc, sécurité, le budget? sécurité, le budget, la douceur de vivre. On a fait une ville, je pense, super. Et les gens sont plus heureux dans ma ville, je pense, et ils me l'ont montré par le vote. Vous savez, je pense que les Français, au niveau local, ce qui est formidable, c'est qu'ils voient les résultats. Que Mmh. le mec soit de gauche, de droite, souverainiste, ils s'en fichent. Bah, Ils c'est pour ça voient qu'il y a peu d'étiquettes, hein, d'ailleurs. On se présente rarement, Mais avec ils un voient le parti. résultat, c'est tout. Et de surcroît, on a porté avec Olivier Clodon, qui a été maire remarquablement pendant 9 ans à cause du cumul, parce que je ne pouvais pas l'être. Olivier, on travaille ensemble, euh, on a confiance tous les deux, et ils ont été surpris, je crois, beaucoup de gens, qu'on ne se dispute pas. Ils pensaient que on allait se disputer. Et je pense aussi que ce plébiscite, il est lié, il ne me revient pas qu'à moi. Mmh. Il revient à Olivier Clodon, il revient à une équipe où on a su surmonter nos différences. Politiquement, il est un peu différent de moi, il est plus centriste, j'allais dire plus LR. Moi, je suis plus patriote. Et je pense que, au-delà des étiquettes, les gens se sont dit, tiens, ces deux mecs-là, ils font passer l'intérêt de la ville avant leur petit intérêt personnel. Ça explique beaucoup de choses. Et puis après, il y a OK. le projet, voilà. Euh, euh, Après, il faut demander aux gens. Non, non, mais je sais bien, Mais mais la c'était victoire m'a intéressant, surpris. Je vais être mmh. franc avec vous, hein. Ouais? Avec toi, là, je pensais que je serais réélu.
mais je me disais, les gens sont peut-être lassés, ça fait longtemps qu'ils me voient. Et tout le milieu politique local, tous les élus, oui, on a une police municipale bien armée, je vois passer, euh, tous les élus du coin voulaient ma peau, voulaient ma peau. J'étais fini, j'étais parce qu'ils me détestent. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils refusent que notre ville soit associée à la direction de l'agglomération. Parce qu'en fait, ils ne supportent pas, c'est très intéressant, les petits notables locaux médiocres qui n'ont pas réussi à se faire élire au premier tour dans leur ville, ce qui est dur quand on est dans une ville, euh, sont jaloux de notre réussite et sont jaloux qu'on s'occupe des gens. C'est-à-dire Ouais. qu'ils défendent leurs privilèges avant de défendre les habitants. Et c'est très intéressant sur le grenouillage politique français, où souvent, pas toujours, les gens en ont ras-le-bol de ce milieu politique. Et il y a Alors quelques justement exceptions. Justement, je voudrais avoir un bilan des rapports de force et des équilibres politiques justement après ces municipales. Quel bilan tu tires de ces municipales sur, je sais pas, la place du RN qui s'implante un petit peu, LFI qui là aussi fait quelques entrées remarquées, on y viendra tout à l'heure, mais LR qui reste quand même le grand parti en termes de nombre de villes. C'est quoi ton bilan s'il y en avait un sur ces municipales? Ça Une, change la donne un peu ou pas? très peu, c'est une France éclatée. En fait, c'est comme dans un jeu de société où chacun conforte ses atouts. C'est-à-dire que, et ça dénote, je pense, un éclatement. Ça m'a un peu déçu le soir du second tour. J'ai regardé la télé parce que enfin, j'avais été élu le tour d'avant, donc j'étais peinard. Et alors, ça m'a fatigué, mais ça m'a vraiment gonflé d'entendre tous les leaders politiques. J'ai trouvé ça grotesque. Tout le monde Avec avait leur, gagné? oh, c'était pénible. Non, mais c'était pénible. Et je me suis dit, en fait, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. En fait, ils prennent les gens vraiment pour des imbéciles. Le peuple français est très mûr politiquement, quel que soit son niveau de formation, d'éducation. Il sent les choses. Et de voir tous ces mecs arriver ou ces femmes, euh, j'ai gagné, je suis le meilleur, gna, 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 gna. Bon, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? LFI a gagné des villes où la population change et où la stratégie de Mélenchon de câliner un électorat d'origine musulmane a payé, pour être clair. Le RN a conforté ses atouts dans les villes rurales, les petites villes moyennes et le sud, euh, et a gagné quand il y a eu l'union avec Ciotti, qui n'a pas voulu faire venir d'ailleurs Jordan Bardella et Marine Le Pen à Nice, donc je ne serais pas si fier. Euh, et puis, les socialistes et les LR ont gagné les villes moyennes où ils ont encore des bastions, ils ont gagné Clermont-Ferrand et d'autres. Et puis, les bobos des grandes métropoles internationalisées ont voté écolo, socialo. Voilà, il n'y a rien de nouveau sous le Rien de soleil. nouveau, quoi. OK, Mais, ça mais, confirme. il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais, en revanche, ce qui est plus grave, c'est que chacun a ses bastions. C'est-à-dire, quel est le sens commun de tout ça? D'accord. Et puis, il y a une chose très grave, qui est peut-être le plus grave que j'aurais dû citer en premier, qui est très important. 48% de participation. On était à 80% de participation en 1983, on était à 62% en 2014. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la première fois, pour une action locale, où on connaît le mec qu'on élit, les gens vont plus voter. Donc, une majorité va plus voter. Vous vous rendez compte de la gravité? Donc ça veut dire qu'en fait, chacun des partis est sur ses bastions, et puis les gens se désintéressent. Il y a aussi la réforme du scrutin au niveau municipal des petites villes, des villages, qui est stupide. On ne peut plus rayer le nom. C'est obligatoirement des listes paritaires, ce qui fait que dans un Ça, village de c'est une 200 catastrophe. habitants ou de Mmh. 50 habitants, il n'y a qu'une liste. Ouais, parce Donc, que tu à es partir du obligé de moment. présenter 50 Et, de femmes et et ça, donc, à il y a cause de plus. ça, c'est horrible, ouais. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie, Pour parce l'offre que politique, c'est une donc, il n'y catastrophe. avait plus qu'une liste. Et en Mmh. plus, ils n'avaient pas le droit de barrer le mec qui les emmerde. Avant, c'était marrant dans les villages. Il y avait une liste et vous barrez le type qui vous emmerde. Il y avait de la démocratie à la Suisse. OK. Non, non, la démocratie, il faut que vous sachiez une chose. Il faut que tu saches une chose. Le personnel politique français déteste la démocratie. Et je le révèle dans mon bouquin. J'explique pourquoi. Il déteste la démocratie. Même quand ils gagnent? Mais il déteste la démocratie. Voilà. OK. Mais je le dis.
Non, mais Je j'ai le compris. Si pense. tu veux, ça Or, va être le titre de la vidéo. Bon, j'ai d'autres questions sur, alors justement, ces municipales. Ce qui a quand même fait beaucoup l'actualité, et moi d'ailleurs m'a beaucoup choqué, ce sont ces passations de pouvoir un peu chahuté, dans les villes, notamment prises par LFI, mais alors pas seulement. On a des exemples comme au Blanc-Ménil, on a l'exemple à Creil qui pour moi est le plus chimiquement pur et sur lequel j'aimerais t'interroger, où la maire sortante a été traitée de mécréante, alors elle-même effectivement, socialiste, et elle parlait du vivre ensemble, et cetera, et aujourd'hui effectivement elle se fait, voilà, virer, au cri de mécréante de façon assez agressive, et bien en plus ça fait, j'allais dire, la même semaine que le décès de Lionel Jospin, qui déclarait à l'époque de l'affaire de Creil, donc du voile de Creil, qu'est-ce que ça peut me faire que la France islamise? J'aimerais quand même te poser donc une question là-dessus. Est-ce que le combat pour la laïcité et contre l'entrisme islamique, il est perdu? Et qu'est-ce que ces passations violentes communautaires, qu'est-ce que ça révèle justement sur l'état de la société? J'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. oh bah, ça révèle que les Français, enfin les Français, les dirigeants français ont cru qu'on pouvait faire entrer en France des millions de Français d'une autre culture, des millions d'étrangers d'une autre culture, et qu'ils allaient devenir par miracle un petit instituteur laïcard de la Troisième République. Ben non, ça marche pas comme ça. Et c'est pourquoi un peu d'immigration peut apporter à un pays quand c'est dosé, assimilé, intégré, et que beaucoup d'immigration, quelle que soit la valeur des personnes, n'aboutit qu'à la guerre civile. Voilà. Et la guerre de qui contre qui? Mais ça serait la guerre de communautés et de communautés religieuses, comme il y a eu la guerre entre catholiques et protestants, qui a été abominable. Ça ne veut pas dire bien sûr que tous les musulmans ou tous les chrétiens seraient des guerriers, loin de là. Mais il y a des forces extérieures, il y a des forces qui ont intérêt au chaos en France. Et donc il faut tout faire pour, un, maîtriser les flux migratoires, bloquer les entrées, deux, pour expulser les gens dangereux, les frères musulmans, parce qu'ils sont interdits dans les pays arabes et musulmans. Donc, c'est pas d'être raciste. Trois, pour assimiler, et avoir une assimilation très forte. Et quatre, avoir un développement économique. Dans un pays de chômage massif, comment voulez-vous assimiler des jeunes si ce n'est par le trafic de drogue? Donc, la question, elle est très complexe, mais il y a une lâcheté des hommes politiques depuis 30 ans. J'ai trié hier des vieux documents. J'avais écrit ça en 2000. Tout est écrit, on sait tout ce qui est en train de se produire et on fait rien. Et on fait rien. Pourquoi? Parce qu'on a des règles européennes, je reviens à mon casse-départ, qui nous interdisent d'agir. Donc il y a bien un moment, il faut envoyer balader tout ça. C'est une question de survie. C'est C'est une tout. question que... Et de réconciliation. J'ajoute un point quand même Hmm. très important. Moi, je suis élu de banlieue. Euh, vous avez toute une population d'origine étrangère, parfois musulmane, qui est assimilée, qui aime la France et qui est plus française que d'autres. Donc, attention à ne pas les mettre tous dans le même sac. J'insiste. Parce qu'il faut aussi réconcilier. Et je n'aurai jamais un discours de haine globale. Il faut bien faire attention, très Hmm. attention. Il y a un gros travail de fermeté et de réconciliation. Et alors, concrètement, comment on réconcilie, Ah bah justement on des sociétés, réconcilie. qui, comme, disait, l'ancien ministre de l'intérieur qui nous a quittés, une France, qui, était, côte à côte et qui va se retrouver, face à face? Comment on réconcilie concrètement? Parce que bon, c'est Concrètement, voilà. quand un voyou il est en prison, il n'est pas en liberté. Concrètement, on a des bourses d'études. Concrètement, on aide ceux qui le méritent. Et vous avez beaucoup de jeunes issus de l'immigration qui s'en sortent, qui sont avocats, médecins, infirmières. On parle jamais d'eux. On parle toujours des zonards qu'on est en train de, par charité, de conforter. Donc, c'est pas simplement d'ailleurs le problème entre nous, des jeunes d'origine étrangère, c'est le problème de toute la jeunesse. C'est qu'on n'aide pas ceux qui veulent s'en sortir et qu'on conforte dans une espèce de laisser-aller ceux qui ne veulent pas s'en sortir. Donc c'est une attitude générale. Un pays qui a envie d'avancer. Un pays qui a des notes à l'école. Voilà. Un pays où il y a des notes à l'école. Et où on apprend dès le plus jeune âge que si tu fais un effort, tu as une bonne note. Si tu ne fais pas d'effort, tu as une mauvaise note. C'est con, mais ça marche. Regardez ce qui se passe en Chine, au Vietnam, dans tous ces pays, au Japon. Il y a un système éducatif qui révèle le meilleur Ça, des jeunes. j'ai compris pour remettre de l'autorité, de la sécurité, Mais, mais mais ça c'est me pas dit pas parce que comment on vous êtes réconcilie. d'origine tunisienne ou d'origine marocaine ou Non, mais ça, d'origine ceci. ça Non, on a mais je le compris. dis, c'est pas Oui. parce que vous êtes comme de cette origine ou de cette religion que vous ne répondez pas aussi à des indications de la société.
Et moi, je connais plein de jeunes dans ma ville qui sont d'origine étrangère, qui, au fil du temps, ont oublié d'où ils venaient. Ils gardent leur identité, bien sûr, ils gardent leurs souvenirs. Il ne s'agit pas de faire un homme neuf, mais au fil des générations, ils vont s'intégrer. Mais est-ce qu'on a envie de les assimiler? Et puis, est-ce qu'il n'y en a pas trop à assimiler? Je suis désolé de poser les questions Mais brutalement. toi, par exemple, parlons français, est-ce que toi, par exemple, tu es pour la, remigration qui est proposée par certains partis? Je pense que déjà, si on a la remigration des délinquants, oui, immédiatement, Donc tout on de parle suite. des personnes qui sont, donc, condamnées à un crime ou à un Mais délit, même pas. Un délit, ils dégagent. mais Au il terme de dégage, leur peine, ils s'en vont. il fait ça donc il fait quand même sa peine en France, Ah bah mais heureusement, parce ensuite que je veux pas qu'ils ne la fassent pas là-bas. Ou d'accord, alors, on sous-traite, et je pense qu'ils préféreront, on sous-traite avec des prisons algériennes et marocaines, ça sera très bien, et on les paye là-bas. Mais OK, on est sûr qu'ils les font. Et toute personne étrangère qui commet un acte de délinquance, il doit dégager. et un Mais tous chômeur, les par pays du exemple? monde, attendez, Non, tous les mais pays je du il monde faut le font. pardon, mais il faut juste voilà, il faut qu'on parce qu'on est on n'a pas beaucoup de temps et donc ça, j'ai compris pour les délinquants, les criminels, OK. Par exemple, il y en a aussi qui disent que quelqu'un qui est au chômage pendant, une telle durée, comme il y a dans beaucoup de pays, par exemple, lui aussi, il faudrait lui demander de quitter le territoire. Alors, on peut Remigration l'imaginer. économique, quoi. Ouais. Oui, je pense qu'il y a une solution beaucoup plus simple, c'est de supprimer les aides sociales. Moi, je suis pour l'interdiction de toute aide sociale, pendant 5 ans après l'arrivée. Voilà, et là, je peux vous dire, vous allez tarir le flux très nettement, très nettement. Donc il y a pas besoin de rentrer dans des trucs polémiques qui vont qui vont exciter tout le monde. Je pense que déjà, délinquants s'en vont et les aides sociales, on arrête. Vous allez avoir une immigration de travail et pas de confort. Ça, c'est le premier point. Et puis, il faut réguler, c'est-à-dire pour ça, la base de tout, c'est d'avoir des frontières. S'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de politique migratoire. Tout le reste, c'est de la littérature. D'ailleurs, pour remigrer, il faut déjà avoir une frontière. Ce qui Alors m'étonne toujours. justement, remigrer ou alors en tout cas, faire respecter les OQTF, c'est aussi que les pays acceptent leurs ressortissants et notamment, les pays, notamment l'Algérie bien sûr. Toi, est-ce que tu proposes, comme tout le monde, une liste de mesures, pour, ouais, à peu près les mêmes que tout le monde? À peu C'est-à-dire en près les gros, mêmes. OK, Rupture des accords de 68, censure des visas. Et j'ai encore un autre truc que Montebourg avait proposé, il y avait eu un tollé, c'est ouais. qu'à ce moment-là, on bloque les transferts d'argent. Oui, Zemmour aussi, il proposait ça et donc sur la Mais, rémittance, les transferts d'argent internationaux, mais on les arrête, ouais. attention, Zemmour proposait ça, mais il ne proposait pas la sortie de l'Union Non, européenne. non, Or, c'est c'est vrai, tu as totalement raison. impossible. Non, mais c'est Ouais, totalement impossible sans sortir de l'Union européenne. OK. C'est contraire à tous les traités. Mmh, Donc, je vois. voilà pourquoi je dis CEDH que. et tout ça, quoi. Mmh. Et c'est contraire à tous les traités. Donc, c'est pour ça que je dis, sur, par exemple, je suis pour le droit du sol, pour le droit du sang et supprimer le droit du sol. On a la nationalité, comme en Italie, après un parcours de naturalisation qui est décidé par l'État. Ça, c'est fondamental. Pourquoi l'Italie a moins de problèmes migratoires? C'est parce qu'il n'y a pas le droit du sol. Mmh. Donc, il y a un ensemble. Ils en ont quand même un peu, hein. Je veux dire, Mélanie, elle a quand même été élue sur ça et finalement, elle a Oui, enfin, régularisé beaucoup. oui, mais Parce qu'ils ont un besoin, de ils ont un main-d'œuvre. problème de main-d'œuvre. Mais l'Italie sait très bien s'organiser pour donner un billet de train Oui, oui, pour ceux oui. qui travaillent en Allemagne, pour ceux qui veulent une allocation Ouais, en c'est une France. immigration de passage. C'est pas une C'est une immigration de immigration passage, c'est pas du d'installation, tout ouais, pareil. j'entends. Pas du tout pareil. Alors justement, on parlait de la sécurité, tu disais qu'il fallait être un peu plus ferme et tout. Tu penses quoi, d'une, solution à la Bukele? On nous a posé là dans les commentaires, une solution extrêmement sévère, parfois même avec quelques entorses à l'état de droit, mais derrière, on passe d'une criminalité à 95 à quasiment 0. Est-ce que ça, toi, tu penses que la France, on doit avoir un choc d'autorité de ce type-là? Ou est-ce que ça va quand même trop loin, il faut l'adapter à la française, quoi? Non, et on sera obligé de l'avoir. Et je raconte dans mon livre, je fais à la fin du livre une prospective, un exercice de politique fiction. On est en 2028 et il y a un nouveau président souverainiste qui est au pouvoir et qui se heurte justement à toutes les belles âmes, etc., et qui prend exemple sur Bukele. Alors, je pense même, et je propose dans mon livre, une opération de sécurité intérieure qui s'attaque au trafic d'armes, au trafic de drogue, mais qui prendra du temps à se faire, parce qu'il faudra le faire d'un coup, mais il faut la préparer. Il faut la préparer. Et ça demande c'est une opération de restauration de sécurité extrêmement importante, mais qui est la base de tout.
Parce qu'aujourd'hui, les narcotrafiquants ont pris le pouvoir et la situation est gravissime. Donc il faudra obligatoirement une, une opération, ce que j'appelle de sécurité intérieure, sous forme d'état d'urgence, mais préparée. Parce qu'il faudra passer au peigne fin tout le territoire français, toutes les caves, les trafiquants d'armes, le blanchiment, etc. Mais pour ça, il faut changer les lois. Euh, Vous êtes obligé de changer les lois. Et c'est un Mmh. énorme chantier, mais il faudra commencer. Sinon, on est cuit. Et alors, économiquement, justement, toi, est-ce que tu es plutôt comme le RN socialiste, plutôt comme l'ISNAR libéral, plutôt comme l'UMP ou le PS, on va dire social, démocrate, mich-mich entre les deux? J'aimerais avoir, c'est quoi tes positions, toi, au niveau économique? Quels sont, je sais pas moi, les économistes qui t'inspirent? Est-ce que c'est plutôt Piketty ou Hayek? Voilà, en gros, c'est Moi, c'est économiquement, tu es Schumpeter. sur quelle ligne, Euh, toi? Moi, c'est Schumpeter. Mon Ok. programme, il est différent des autres, totalement, parce que ce côté libéral, pas libéral, je ne suis pas un libéral, un ultra-libéral. Je ne suis pas non plus un socialiste du tout. Je crois que tout doit être fait pour produire en France. Le grand choc à faire, c'est le choc du produire en France. Et ça, c'est un énorme choc. Ça veut dire que toutes les aides de l'État, toutes les incitations doivent être faites uniquement et centrées uniquement sur ceux qui investissent en France. Donc un peu Trump avec des droits de douane, du Exactement. protectionnisme, de D'un l'incitation à la côté, relocalisation, c'est ça? ouais, relocalisation, relocalisation, tout dépend. On réglera le problème de la France avec 1 million d'emplois relocalisés. Et pour relocaliser 1 million d'emplois, c'est très simple. Il faut baisser les charges et les impôts de ceux qui investissent en France et il faut se protéger par des droits de douane. C'est la thérapie de choc, c'est la thérapie à la Suisse, parce que la Suisse, contrairement à ce qu'on croit en matière agricole, est un grand protectionniste. C'est la théorie singapourienne, que vous ayez 3 millions d'habitants à Singapour ou 5, je ne sais plus combien il y en a, que vous en ayez, c'est la théorie japonaise, c'est la théorie de la Corée du Sud. Ça ne veut rien dire libéral, pas libéral. Euh, Enfin, un peu Bien quand sûr même. qu'il faut des mécanismes libéraux aussi, C'est-à-dire mais je comprends. l'entrepreneur non, mais parce que justement, peut-être pour Mais être concret, pour ceux qui nous écoutent, qui, concret, c'est intéressant, c'est important comme sujet. L'entrepreneur, on le met à quelle place? Comment on répond à ces problématiques? Ceux qui mais partent, ceux qui entreprennent ailleurs, par exemple, comment on c'est leur très répond simple. à cela? On leur répond, celui qui va investir en France, qui va créer de la richesse en France, ce sera un paradis fiscal pour lui. Mais les baisses de charges qui ont été faites par Hollande, par Macron, par tous les gouvernements de droite depuis, et de gauche depuis 30 ans, qui sont égales, que vous ayez une entreprise qui délocalise en Slovaquie, en Chine, en Tunisie, ou que vous soyez la Banque Postale, que vous Je soyez parle du CICE là, notamment. du CICE, la grande distribution, vous avez eu les mêmes baisses de charges. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il faut arrêter de subventionner l'emploi d'entreprises qui vont s'approvisionner ailleurs et qui dégagent des profits colossaux sur le dos du contribuable. Et en revanche, il faut absolument baisser les charges des PME, des TPE, de ceux qui sont sur le terrain. Ça veut dire un changement radical d'attitude, de comportement. Ça veut dire aussi, et c'est là où je suis libéral dans un sens, supprimer la moitié des normes en un an. Napoléon, quand il est arrivé, a fait le Code civil. Napoléon allait lui-même au Conseil d'État pour vérifier qu'on supprime bien toutes les législations d'ancien régime qui s'étaient modifiées, etc. Il faut un grand nettoyage des normes. Une moitié Ah de normes en d'ailleurs, 6 mois. je me permets de t'interrompre pour dire à celles et ceux qui nous écoutent que vendredi matin, je reçois Alain Madelin et donc Très il est bien. évidemment à l'avant-garde de, ce libéralisme et notamment de la fin de tous ces excès normatifs. Donc voilà, c'était le bon moment pour en parler puisque tu parlais d'excès de normes. Oui, mais attention, le reproche que je fais parfois aux libéraux français, c'est que c'est une illusion de dire que tout est libéral. Il faut du libéralisme pour inciter les gens à travailler. Il faut récompenser ceux qui bossent, mais qui investissent en France. Mais le libéralisme qui a été fait souvent par des gouvernements, à l'époque, c'était un libéralisme qui ne défendait plus la nation. Et comme nous sommes une puissance qui n'est pas des centaines de millions d'habitants, qu'on est une puissance intermédiaire en termes de nombre, je parle en termes de nombre, il faut un libéralisme ciblé. Il faut savoir l'accompagner d'un protectionnisme. Donc Je tu prends l'exemple donc ça renvoie à la notion d'État stratège, c'est ça? L'État doit faire des exactement choix? des choix. Je renvoie aux achats publics.
Moi, je ne veux pas que les collectivités, il y a 200 milliards d'achats, continuent à acheter toujours à l'étranger. Or, un bon libéral va te dire, bah, faut laisser libre, bah, tant pis s'ils achètent à l'étranger, etc. Non, moi, je crois à ce mélange du libéralisme pour l'action, pour l'entrepreneur local qui investit sur le territoire. Mais je crois que l'État doit avoir une stratégie nationale pour se protéger du dumping et pour les grands investissements stratégiques, notamment dans l'énergie. S'il n'y avait pas eu le général de Gaulle et les investissements stratégiques, c'était pas libéral, il n'y aurait pas eu le TGV, il n'y aurait pas eu les centrales nucléaires, etc., etc. Il n'y aurait pas eu Airbus à terme, etc. Donc, je pense que la taille de la France exige dans un monde globalisé ce que j'appelle la bonne défense et la bonne attaque. Dans une équipe de foot, tu as une bonne défense, tu as une bonne attaque. Ben, il faut un gardien de but et il faut des défenseurs et puis il faut des attaquants. Ben, les attaquants, tu les dopes, les défenseurs, tu les dopes. Ça veut dire les deux. Alors, je ne fais pas l'apologie du dopage dans le sport, hein, J'ai compris. mais tu as compris. Il nous reste à peu près 10 minutes et on va parler de la France dans le monde. D'ailleurs, alors, petite question très rapide qui n'a rien à voir. Pourquoi tu n'as pas eu de candidat RN ou LR face à toi à hier? Parce qu'ils étaient incapables de faire une liste, c'est tout. Alors je sais que c'est les élucubrations du père Asselineau qui vraiment a pris un coup sur la carafe, mais qui viennent voir dans ma ville, ils étaient incapables de faire une liste, c'est tout. Mais je peux te dire que s'ils voulaient, d'ailleurs la preuve c'est que les LR m'excluent de la communauté d'agglomération. J'ai pas le droit de siéger à l'exécutif de l'agglomération parce que je suis un vilain personnage. Donc Ouais. cette fable qu'il a inventée est délirante. Qui viennent voir dans ma ville. Ils n'étaient Ok. même pas capables de réunir 35 personnes. Bon, c'était anecdotique, mais comme ça, voilà, on prend aussi quelques questions dans les commentaires, c'est important. Alors voilà, je disais, il nous reste 10 minutes, soit à peu près le temps qu'il va nous falloir pour survoler la situation On peut géopolitique. prendre 5 minutes de plus. On peut prendre 5 Ah, minutes de plus. bon, voilà, on verra. On va faire au mieux en tout cas. Mais quand même, alors il y a plein de sujets quand même. D'abord, j'aimerais avoir ton opinion un petit peu sur Donald Trump, qui a été élu il y a bientôt 1 an et demi. Voilà, toi, tu étais plutôt pro-Trump plutôt que pro-Kamala Harris, Oui, j'imagine, à l'époque. pas Après difficile. 1 an et demi, si on doit faire un bilan rapide, que ce soit bah, les droits de douane, la politique économique, etc., l'impact sur la France, la méthode face à l'Europe, parfois très ferme sur les notions de liberté d'expression, et là, la situation guerrière, c'est-à-dire sur le front de l'Ukraine, bah, ça traîne à s'arrêter, et en même temps, lui qui avait déclaré qu'il ne ferait pas de guerre, bah, finalement, on a quand même quelques interventions ciblées, et là, on a une guerre au Proche-Orient qui visiblement dure un petit peu. Voilà les grandes lignes, hein, vous m'en voulez pas, on n'a pas beaucoup de temps, donc je simplifie, mais j'aimerais avoir ton avis. Qu'est-ce que tu retiens de ce bilan de Donald Trump après voilà 1 an et demi à peu près de mandat? Des bons débuts et une grosse déception. Des bons débuts sur l'affaire économique, parce que contrairement à ce que disent tous les intervenants français et européens, la situation du déficit commercial américain est colossale et Trump a compris, à la différence de ceux qui nous gouvernent, que si on ne se protégeait pas de la Chine, il nous boufferait complètement. Et il a compris. Et je maintiens qu'il a raison. Deuxièmement, des bons Même débuts si sur ces la. droits de douane ont été rétoqués par la Cour Oui, suprême. ben, bien sûr, mais il n'empêche que si on veut réindustrialiser l'Occident, les différents pays, il faut se protéger. Il n'y a Hmm. pas de. La Chine l'a fait, la Chine a gagné les positions. Aujourd'hui, la Chine a mis un nœud coulant autour de toutes les économies. Soit on l'enlève, soit c'est fini. Donc il a raison. Enfin, pour moi. Deuxièmement, il a raison sur la liberté d'expression. Ça a fait du bien par rapport au discours lénifiant. En revanche, je vous le dis très clairement, j'ai été tellement déçu sur la politique étrangère, euh, pas tant la politique étrangère vis-à-vis de l'Europe, parce que sur l'OTAN, il ne fait que dire la vérité. Les Allemands et les pays du Nord ont vécu à crédit, et ont vécu à crédit, mais la France, non. Et on n'aurait jamais dû céder à son espèce d'ultimatum de délire, disant qu'il fallait dépenser 5% du PIB. La France a une politique étrangère indépendante avec sa force de dissuasion. On n'a pas besoin d'investir dans des milliers de chars. Nous ne sommes pas la Pologne. En revanche, que la Pologne, l'Allemagne investissent, mais à condition qu'on défende nos intérêts. Ça, c'est une autre affaire. Mais en revanche, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est l'intervention en Iran, la dernière, parce que je pense que c'est vraiment une faute, une vraie faute politique. Et je pense ça terrible, parce qu'on ne change pas un peuple et on ne change pas de régime
en tuant son peuple, et surtout, ça fait l'effet inverse. Et quand je l'ai dit, on m'a ri au nez en disant que je racontais n'importe quoi, mais non, la réalité montre que le régime des Mollahs, pour l'instant, il a repris du poids parce que c'est simple, il y a un réflexe patriotique qui se fait autour du régime en place, même si c'est le pire des régimes. Donc, euh, Sur quoi tu te Sur quoi tu te fondes pour dire que le régime des Mollahs s'est finalement a gagné de cette offensive, qu'il s'est renforcé? Moi, je vois d'autres éléments. Après, je crois, un ou deux dirigeants qui ont été décimés, une situation énergétique qui est compliquée, un peuple qui continue évidemment bien sûr, à souffrir des Mollahs. Et toi, tu nous dis que bah, finalement, au contraire, bah, les Iraniens je crains, non, mais je c'est une crains. crainte ou c'est une situation que tu as vue quelque. Bah, en tout cas, ce que j'ai constaté, comme tout le monde, c'est qu'on nous avait dit, suite au bombardement dans les 8 jours, Netanyahou avait dit, dans les 8 jours, ils vont tous se révolter, Trump l'a dit, et puis la réalité, c'est que quand vous prenez des bombes sur la tête, quand une école de jeunes filles est bombardée, quand un peuple est martyrisé quelque part, contrairement à ce qu'on dit, il se retourne souvent vers son C'est ce que État. tu crains. OK, je Et vois. je le crains, mais je ne le Mmh. souhaite pas, bien sûr. Mais Mmh. moi, j'aurais aimé que le régime s'effondre à la première bombe. Alors Euh, qu'est-ce qu'il fallait faire selon toi? Alors d'abord, Ah, bah, on c'est ça qui est finira par difficile. Trump et après on parlera de la France parce que c'est quand même ce qui Oui, nous intéresse. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, sachant que a priori, l'Iran s'approchait de la bombe nucléaire, que bah, le peuple iranien quand même souffrait manifestement mais sous l'oppression des mollahs. En gros, c'était pas notre problème, il fallait pas y aller, c'est ça en deux gros? choses. Les premiers bombardements qu'il y a eu il y a quelques mois étaient justifiés. Empêcher l'Iran d'avoir la bombe, si on a des informations précises de certains sites, oui. Mais la deuxième intervention me paraît extrêmement hasardeuse, puisque l'Iran n'avait pas la bombe, et tout ça me paraît dangereux. L'Iran, c'est un grand peuple, c'est un grand pays, près de 100 millions d'habitants. C'est même pas Cuba, quoi. Et je pense que c'est une très grave erreur. On a eu connu l'Irak, on a connu la Libye. J'ai dit la même chose au moment de la Libye. J'étais fier de la France au moment de l'Irak. Et là, il y a une hystérie générale qui s'est emparée des médias français. Euh, Fallait dire qu'on était d'accord, que c'était génial, que le régime allait tomber. Tout. C'est ne pas connaître la géographie de l'Iran, c'est ne pas connaître l'histoire de ce peuple. Et je pense que c'est au contraire en libéralisant ce pays qu'on arrivera à le faire tomber. Donc ça veut dire réduire les sanctions. Réduire les sanctions, retrouver de la prospérité, et la liberté viendra avec la prospérité. La liberté ne Ça, viendra pas sous un tapis de bombes. tu penses que si on baisse les sanctions, tu penses que le peuple iranien va gagner en liberté Bien sûr. si les mollahs deviennent une espèce de Chine, c'est-à-dire totalitaire mais capitaliste? Je, je ne peux pas le garantir. Non, mais J'aimerais. ça m'intéresse d'avoir ta En pensée tout sur le cas, sujet. Si demain tu es président de la France, quand même, il va En tout falloir. cas, Bon, c'est ce que je pense profondément. Et je pense que tous les faits historiques m'ont donné raison, lui pas qu'à moi, que ce soit d'Hubert Védrine à d'autres, de gens très sérieux qui ne sont pas des avocats des mollahs. non, non, mais Il y je a te eu fais un pas de très bon procès, moi, article. j'essaye de comprendre. Non, non, mais je sais, Ouais. mais je le dis parce qu'on est tout de suite Non, mais on suspicieux. Il y s'en a fout toujours de ce que les autres pensent. Encore On une fois, s'en si fout. on à chaque phrase, Non, non, on je fait une sais. précaution, Tu es voilà, très ne bien. vraiment ne t'embête pas. Je suis là pour t'écouter et après chacun se fera son Ça avis, nous on s'en change des fiche. journalistes parisiens. Et justement, Euh, je sais mais que tu as l'habitude de ça. Bon. très sérieusement, Alors comment la je, France aurait dû est-ce que tu penses que Macron, réagit bien en, disons ménageant la chèvre et le chou? non, C'est-à-dire, on y va mais on n'y va pas, on va au détroit d'Ormuz mais on reste quand même à 3000 kilomètres, on dit qu'on va faire un nouveau porte-avions donc on monte quand même un peu les muscles militairement, et qu'est-ce qui fait bien, qu'est-ce qui fait pas bien Macron selon toi? Et qu'est-ce que toi tu aurais fait si tu avais été président de la République? moi j'aurais fait comme Chirac ou Villepin, j'aurais fait une déclaration solennelle et j'aurais pris une position claire. C'est-à-dire ce que je reproche à la position française, c'est qu'elle n'est pas claire. C'est que c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ça a été le cas, souviens-toi, après l'affaire du 7 octobre qui a été monstrueuse, ce massacre où il y avait besoin là d'avoir un geste fort pour Israël. Et il l'a eu 4 jours après. Enfin, il est à contre-temps Alors, attends, permanent parce parce que que si on se rappelle de ça, je crois que le jour même ou le lendemain, il dit qu'il faut faire une force internationale pour aller descendre le Hamas. Et puis 3 jours après, il dit qu'Israël, attention à la mesure non mais de la réponse. le Bon. problème de fond, c'est qu'il est dans tous les sens. Le en même temps ne marche pas en politique étrangère. Le en même temps n'existe pas. Quelle est la position de la France? Moi, j'ai une position
qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, Ouais, sur les ouais. grands conflits. Sur Mmh. l'Ukraine, j'ai fait une conférence de presse le 7 mars 2022. J'ai lancé un plan de paix en 4 points que je répète depuis toujours, qui est d'ailleurs très proche de celui qu'a proposé Trump. Parce que c'est le bon sens pour moi. Et je pense que Israël a droit à sa sécurité et on ne peut pas accepter qu'il y ait une bombe atomique d'un pays qui conteste l'existence d'Israël, point. Mais Israël n'a pas le droit, au nom de sa sécurité, de déclencher une guerre mondiale qui va lui nuire d'ailleurs en propre. Et le devoir de la France, on est suffisamment amis avec Israël pour dire la vérité à Israël quand Israël dépasse toutes les bornes. Et il y a un moment où je pense qu'il faut savoir dire les choses. Et c'est pas être des ennemis, etc., de l'un de l'autre. C'est que la France a une position. Mais à force de vouloir plaire à tout le monde, on déplaît à tout le monde. Mais C'est là, par ça le problème. exemple, la France a refusé de laisser survoler, je crois, des avions, israéliens et en rétorsion, Israël a mis fin à tous les contrats, d'armement avec la France et tout. C'est pas grave ça, de toute façon, ça fait partie du jeu, les rétorsions économiques et cetera? Oui, non, mais la France a une position sur tout ça, toujours d'entre-deux, mais elle est en train de perdre sur tous les tableaux. Parce que, en fait, il n'y a pas de pensée. Mais vous savez pourquoi il n'y a pas de pensée diplomatique française? Bah, il y a plus de corps diplomatique déjà Non, et mais bon, non, mais mais enfin, dis-moi, oui, ouais. ça n'empêche pas d'avoir un cerveau. Ah Bon, bon? OK. bon, tout simplement parce qu'avant à chaque événement, ils vont demander l'avis de 27 pays. Est-ce que l'avis de Malte, j'ai beaucoup de respect pour Malte, hein, Mais là, tu parles mais de la France ou tu parles de l'Union je européenne? parle de la France. La France demande Aujourd'hui, à tous les pays avant de se mais en prononcer sur quelque permanence, chose. ils téléphonent, alors qu'est-ce que tu penses? Ils peuvent pas se trimballer, il faut qu'ils soient 3 dans un train pour exister. Ces gens c'est des gouverneurs. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est des gouverneurs J'ai compris. d'États américains. Donc voilà. Donc dans sa tête, il n'est pas président français. Il est le gouverneur d'une banque, c'est Made in France, voilà, et ils sont avec des potes dans un conseil d'administration à Bruxelles. Voilà, ils sont avec des potes, et ça rigole, ça se tape dans le dos et ça défend des intérêts. Voilà, c'est ça le macronisme. Qu'est-ce que Bon, tu penses, du nom alors, du nouveau porte-avions France Libre? T'aimes tout bien? ce que la France n'est pas. C'est extraordinaire. Tu sais, l'alcoolique qui fait croire qu'il est sobre. Voilà, c'est tout ce que la France n'est pas. Bon, ben, c'est un beau, au moins c'est un espoir, la France libre. Mais moi, je suis ravi du nom. J'étais très heureux, mais j'ai tout de suite pensé ça. J'ai failli faire un tweet, puis mes collaborateurs m'ont dit arrêtez d'être négatif. Tout ce que la France n'est pas, soyez contents. Bon, bah Ah oui, on donc est vos content. collaborateurs, ils vous voient aussi? Bah, ouais, j'espère bien. OK. Euh, C'est très vertical, c'est militaire, mais c'est Non, bien. mais le vouvoiement peut être affectueux et vous voyez, Je te taquine. pas de faux tutoiement. Bon, en tout cas, Nicolas, merci beaucoup, d'être passé, dans l'émission. On a survolé beaucoup de sujets, on aurait pu faire 2 heures sur chacun, mais c'était pas le but. Le but, c'était d'avoir un peu ta pensée sur tous ces sujets-là. On va te souhaiter, bah, je crois que tu sors un bouquin, donc bah, la réussite de ton ouvrage, Ben, j'espère, dans et tous les surtout que les cas. gens le lisent. Bien sûr, évidemment. Et puis, bah, on va te souhaiter belle course pour la présidentielle, soit en première ligne, soit en deuxième ligne, en fonction de comment les souverainistes s'organisent. Première, Ok, première. première ligne, on a compris, pas de souci. Non, Merci mais beaucoup, on ne gagne Nicolas. pas un match en étant dans les réserves, hein. C'est vrai. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. À Allez, bientôt. à bientôt. Salut. Bye bye. Salut. Bien, l'émission est terminée. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont suivi. Je vous rappelle que vous pouvez, si vous le souhaitez, soutenir la chaîne en faisant un don sur Tipeee. Ça m'aide énormément et surtout que la chaîne n'est pas monétisée sur YouTube. Parce que ça vous permet de regarder des entretiens d'1 heure, 2 heures, 3 heures sans être coupé systématiquement par les publicités. Demain, pas d'émission. On se donne rendez-vous vendredi matin. Je reçois Alain Madelin, qui est un ancien ministre et vraiment précurseur de la parole et de la pensée libérale en France. Et on va parler justement de la France libérale, de l'excès de normes, du rôle de l'entrepreneur et de plein d'autres sujets. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.